faire un petit replay pour ceux qui ne pourront pas être là ce soir. Donc merci d'être aussi nombreux déjà, puisqu'on est en période d'examen, donc c'est pas si évident que ça. Nicolas Pierre Foucra est donc professeur et chercheur, vous me dites si je me trompe, à l'École des sciences sociales et du gouvernement à Monterrey au Mexique. Et vous allez nous parler ce soir de l'Amérique latine face à la nouvelle configuration internationale. Alors, vous avez un petit plan d'action pour ce soir, a priori une introduction sur les grands défis de l'Amérique latine, les relations Chine-Amérique latine, et puis enfin les perspectives des relations avec les États-Unis et l'Union européenne, si c'est toujours ça que vous avez prévu. Oui, j'aborderai l'ensemble de ces thèmes-là, effectivement. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais je les aborderai. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez même modifier. Hein. Voilà, on vous laisse les manettes. Je vous laisse la parole. Et merci encore d'être avec nous ce soir, en tout cas. Non, écoutez, ça m'a fait c'est un énorme plaisir pour moi d'être avec vous et merci énormément à Paris School of Business de me recevoir. Donc, écoutez, nous aussi au Mexique, nous sommes en fin de session. C'est pour ça cette présentation, je l'ai préparée assez rapidement. J'espère qu'elle vous plaira. Et également, je souhaitais m'excuser un petit peu pour mon français. Ça fait plus de 25 ans que j'ai quitté la France et que je suis dans les Amériques. J'ai habité au Canada, en Colombie et je suis depuis 2000 au Mexique. Donc, je suis totalement imprégné des cultures américaines et ce qui m'a fait un petit peu perdre mon français. J'espère que vous m'excuserez un petit peu. Donc, comme Mme Tesson vous a expliqué, je vais vous faire une petite conférence sur le thème de l'Amérique face à la nouvelle configuration internationale. Alors, nous allons aborder différents thèmes et effectivement, je vais commencer par les défis, aussi bien défis internes qu'externes de l'Amérique latine. Et ensuite, je vais aborder le thème. Voilà, simplement pour préciser, je suis à l'Université Tec de Monterrey. Hein, je suis donc professeur-chercheur au sein du Tec de Monterrey, qui est une grosse structure universitaire. Nous avons 100 000 étudiants, non seulement au Mexique, mais dans l'ensemble de l'Amérique latine et sur différents campus, notamment en Chine, aux États-Unis et d'autres régions du monde. Voilà. Alors, nous allons commencer. Pardon, excusez-moi. Voilà. Tout d'abord, je crois que c'est important qu'il faut que vous compreniez que les grands défis pour l'Amérique latine sont aussi bien sur le plan interne qu'externe. Hein, et finalement, c'est assez lié ce qui se passe au niveau interne par rapport à ce qui se passe au niveau externe. Hein. Le défi principal reste le même finalement, et ceci malgré le changement d'ordre international, d'ordre global, qui est actuellement caractérisé par une redistribution du pouvoir, et principalement en faveur des pays émergents, et principalement en faveur du groupe BRICS, et spécifiquement de la Chine. Hein. Le défi pour l'Amérique latine reste le suivant: comment faire usage de l'insertion dans la globalisation, comme on dit dans les Amériques, afin de consolider la nation finalement, hein, aussi bien sur le plan économique que financier, que politique ou social, ou même culturel. Hein. Donc le défi finalement, même s'il y a une évolution au niveau international, reste le même. Hein. Jusqu'à présent, les effets de l'insertion de l'Amérique latine ont été contraires aux attentes. Hein. L'insertion dans l'économie internationale qui a commencé à opérer surtout à partir des années 80, s'est bien traduite par une consolidation des indicateurs macroéconomiques. Hein, et ça, j'en parlerai un petit peu avec vous. Mais parallèlement à ça, on a assisté à une détérioration des tissus socio-économiques et des écosystèmes en Amérique latine. Donc, il y a une corrélation latine. Cette détérioration des tissus socio-économiques et des écosystèmes se reflète principalement par la violence, hein, la criminalité croissante,
que nous avons en Amérique latine, la migration, deux grosses crises migratoires, celle du Venezuela et celle du Triangle du Nord, c'est-à-dire celle du Guatemala, El Salvador et Honduras, et également d'autres problèmes graves que nous avons, liés en grande partie à l'internationalisation des pays d'Amérique latine, qui est la grave détérioration environnementale, la corruption galopante et croissante, pour la plupart des acteurs socio-économiques en Amérique latine, la perte d'accès à l'eau, principalement l'eau de qualité, bien entendu, la détérioration de la sécurité alimentaire, qui préoccupe énormément, bien entendu, et la détérioration de la sécurité énergétique également. Également, bien entendu, la gouvernabilité. Alors là, je ne veux pas dire que l'Amérique latine a le monopole de ces problèmes. On retrouve un petit peu ces problèmes dans l'ensemble des pays en développement. Mais dans le cas de l'Amérique latine, effectivement, c'est assez préoccupant et je vous l'expliquerai un peu plus tard. Donc, ces problèmes, si vous voulez, directement liés à l'internationalisation des pays d'Amérique latine, font dire à certains économistes, comme Harvey par exemple, qu'il vaut mieux éviter de prioriser la croissance économique, puisque plus il y a de croissance économique, plus les problèmes environnementaux et sociaux et même économiques externe à la région, bien entendu, qui est assez caractéristique des pays en développement, c'est-à-dire que les prémices propres au contexte latino-américain n'ont pas participé à la construction du fonctionnement de l'ordre économique global. C'est-à-dire ce qu'est l'Amérique latine n'est absolument pas présent dans le design finalement de la gouvernance globale et de l'économie et du fonctionnement des finances internationales. Pardon. Un instant. Voilà. Donc, pour de nombreux académiques, comme par exemple Baltonado, qui est un académique mexicain, processus de développement et d'internationalisation, c'est-à-dire l'Amérique latine s'est ouverte sans avoir conclu les débats nationaux, à la différence des pays consolidés socialement, politiquement et économiquement, comme l'Europe ou les États-Unis. C'est-à-dire que l'Amérique latine s'est ouverte sans avoir le processus de construction nationale. En Amérique latine, on a une absence d'identité à l'échelle nationale, il y a une absence d'économie d'échelle nationale, une absence de politique d'échelle nationale, une absence de société d'échelle nationale et également de cadre éducatif à échelle nationale. Donc, en fait, dans chaque pays d'Amérique latine, il y a peu de référents et des dénominateurs communs, ce qui fait que l'Amérique latine, au moment de s'insérer dans l'économie internationale, est assez vulnérable finalement. Nous avons des sociétés extrêmement balkanisées, fragmentées, stratifiées, et en fait de plus en plus, avec un secteur social très globalisé et de nombreux secteurs sociaux très localisés qui continuent à fonctionner sur des référents extrêmement locaux et dans des écosystèmes extrêmement localisés, si vous voulez. Mais différents, notamment en ce qui concerne des concepts importants comme le développement, c'est-à-dire l'interprétation du développement est bien différente dans un même contexte national, le concept d'éducation, le concept de bonheur, la vie, la mort, la santé, la nature, la relation à la nature, si vous voulez, la gestion des ressources, l'économie, la gestion de l'argent. Ce sont des concepts qui sont construits de manière extrêmement différente au sein même d'une nation latino-américaine. Il y a des règles de fonctionnement de l'économie qui sont bien différentes au sein d'un même pays, d'Amérique latine, et également le fonctionnement des finances peut être extrêmement différent d'un endroit. Au sein des pays d'Amérique latine, et notamment dans les deux pays dans lesquels moi j'ai eu l'occasion de vivre de nombreuses années, qui sont la Colombie et le Mexique. D'autre part, bon, un petit peu en conclusion à ce que je viens de vous dire, l'Amérique latine, on peut dire qu'elle est tiraillée entre
la modernité, finalement, c'est une interprétation principalement européenne, hein, et les traditions culturelles ancrées dans les écosystèmes locaux. Donc ça, effectivement, ça ne favorise pas l'insertion de l'Amérique latine dans le contexte actuel de la globalisation qui est principalement basé sur des prémices européennes et anglo-saxonnes spécifiquement. Non, et également, d'autres caractéristiques qui sont dues à cette société extrêmement fragmentée, c'est que domine la méfiance, hein, méfiance envers l'ensemble des structures, comme le gouvernement, comme les entreprises, absolument tout, et même entre les personnes. Hein, il y a une très forte méfiance, un manque de confiance, si vous voulez, au sein des pays d'Amérique latine, et effectivement, ça a un impact direct sur le niveau de compétitivité. D'autre part, bon, l'Amérique latine s'insère dans l'ordre global avec une forte prédisposition à être suiveur, si vous voulez, hein, suiveur et non pas leader. On a seulement le cas du Brésil, où effectivement, on a dans le cas du Brésil, les Brésiliens, et peu importe finalement le contexte socio-économique au Brésil, se perçoivent comme une grande puissance. Et ça aide énormément finalement à rendre extrêmement fort et solide le processus d'insertion du Brésil dans l'économie internationale. Mais c'est vraiment le cas du Brésil est un petit peu atypique en Amérique latine. Au niveau des défis internes et régionaux, bon, je vais vous partager certains points, mais ce n'est pas non plus une liste exhaustive. Hein. Parmi les défis que je considère les plus importants, bon, premièrement, conclure les débats nationaux, c'est fondamental, hein, sur le plan de la compétitivité d'une société, hein, c'est-à-dire consolider les dynamiques et les structures nationales, hein, aussi bien la société que l'économie, la politique, l'identité culturelle à échelle nationale, hein, ce qui n'a pas été fait, bien entendu. Résoudre les nombreux problèmes qui résultent de l'absence d'intégration nationale. Hein, donc, les problèmes que j'ai déjà mentionnés, la margination, la précarité, l'inégalité, la violence, la corruption, l'informalité, l'insécurité, la migration, l'accès à l'eau, les faibles revenus fiscaux, l'inflation galopante, surtout pour les produits de première nécessité, produits aux services comme le logement ou les produits alimentaires, et la gouvernabilité, bien entendu. Troisième point, établir des schémas de coopération intergouvernementaux au niveau de l'Amérique latine, hein, durables dans le temps et basés sur la confiance, hein, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Mais ce serait effectivement indispensable pour pouvoir assurer une voix, hein, ou une masse critique, si vous voulez, au niveau international, aussi bien au niveau de la gouvernance que de l'économie et des finances internationales. Et également, une régionalisation permettrait à l'Amérique latine d'assurer une existence propre dans l'ordre global, hein, et donc dans la gouvernance, au sein de la gouvernance globale. Hein. Et puis également de nombreux défis économiques, bien sûr, la stabilité de la dette, qui est assez préoccupante, surtout là, du fait de la crise sanitaire, hein. Contrôler l'inflation, qui, encore une fois, si on va au-delà des chiffres officiels, l'inflation est beaucoup plus grave de ce que l'on peut imaginer. La stabilité de la monnaie, qui est aujourd'hui indispensable pour pouvoir assurer l'accès aux biens de première nécessité, comme les aliments, par exemple. L'accès au crédit, l'internalisation de la valeur ajoutée, hein, et la consolidation des chaînes de valeur qui ont extrêmement violenté du fait de l'insertion de l'Amérique latine dans l'économie internationale, et également l'investissement et le développement, hein, qui était très très bas. D'autre part, nous avons des défis externes, hein, et même chose, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, pour que vous ayez quand même certaines idées. Je dirais domestiquer et contrôler les forces transnationales et supranationales, aussi bien gouvernementales que privées, hein, à l'image de ce qui a été fait dans les pays d'Asie du Sud-Est, hein, et ce que n'a pas fait bien entendu l'Amérique latine. On n'est pas capable de faire l'Amérique latine. Se construire également sur des bases propres et non pas sur des prémices historiques et culturelles exogènes, hein, principalement anglo-saxonnes.
Intensifier les relations pour éviter les relations de dépendance, comme on l'a actuellement, hein, et développer et défendre des stratégies communes au sein de la gouvernance globale. Un autre défi externe serait de connecter les dynamiques et acteurs globaux, comme par exemple l'investissement direct étranger, avec les tissus socio-économiques nationaux et locaux, afin de favoriser les effets d'entraînement qui sont attendus. Hein, ou ce que la théorie, si vous voulez, la promotion de la théorie, mais qui n'a absolument pas été constatée en Amérique latine. Il y a eu très peu de connexion entre l'investissement direct étranger et les tissus socio-économiques nationaux. L'autre défi serait d'éviter de tomber dans le piège de la primarisation, en fait, hein, de la spécialisation sur les produits primaires, ce qui est le cas actuellement, à nouveau, principalement du fait de la relation avec la Chine, hein, qui a eu comme effet de reprimariser énormément de pays d'Amérique latine, notamment d'Amérique du Sud. Et également, un grand défi externe pour l'Amérique latine serait un volontarisme, non seulement gouvernemental, mais aussi sociétal. Hein. C'est un petit peu la condition sine qua non pour pouvoir profiter réellement de la globalisation. Alors là, je partage avec vous une fiche technique un petit peu de l'Amérique latine. Hein. En plus, c'est pas le plus important de mon intervention, mais quand même pour que vous ayez certaines idées sur ce qu'est l'Amérique latine. Donc, nous avons 600 millions d'habitants, hein, ce qui représente un peu moins de 10% de la population mondiale. Le pays le plus peuplé étant le Brésil avec 200 millions, c'est le cinquième pays au niveau mondial en termes de population, suivi du Mexique qui, nous sommes 130 millions. Et nous sommes le 10e pays en termes de population. Ensuite, c'est la Colombie, 50 millions, l'Argentine, 45 millions, etc. Ce qui caractérise l'Amérique latine, c'est que c'est une population, c'est la plus urbaine au monde. Hein, plus de 80% de la population latino-américaine vit dans un contexte urbain. Les villes les plus importantes sont la ville de Mexico, 23 millions, suivi de Sao Paulo au Brésil, 22 millions, Buenos Aires, 15 millions, Rio, 13 millions, etc. etc. L'âge moyen en Amérique latine de 30 ans. Hein, donc, c'est une population qui commence à vieillir, hein, donc il va avoir un problème de vieillissement. Hein, ça, c'est également un défi interne pour les pays d'Amérique latine. Après, je vous ai mis certains chiffres concernant le PIB des pays d'Amérique latine. Alors, comme vous pouvez le voir, le PIB le plus important est celui du Brésil, hein, suivi du Mexique. Là. Donc, nous avons les deux puissances économiques d'Amérique latine. L'une est lusophone, donc parlant le portugais, et l'autre est hispanophone, donc, parlant l'espagnol. Une autre diapositive concernant cette, si vous voulez, ce décor chiffré de l'Amérique latine. 70% des Latino-Américains ont accès à Internet, ce qui est un niveau qui est au-dessus de la moyenne mondiale, qui est de 55% de la population mondiale qui a actuellement accès à l'Internet. En Amérique latine, c'est 70% de la population. Donc, un fort usage de l'Internet. Nous avons 130 millions de personnes qui évoluent dans l'informalité, dans le secteur informel. En fait, c'est la plus grande partie de la population économiquement active. 61% spécifiquement de la population économiquement active évolue dans l'informalité. Du fait de croître, puisque la crise du Covid affecte principalement le secteur formel. Donc, on doit avoir encore une fois une forte migration du secteur formel vers le secteur informel, qui sert en fait de mécanisme contre-cyclique à chaque fois qu'il y a une crise. Donc, la formalité joue un rôle très important en Amérique latine, mais dans l'ensemble des pays en développement aussi. Nous avons 60 millions de personnes qui sont dans une condition d'extrême pauvreté, selon le référent de la Banque mondiale, c'est-à-dire qui gagnent moins de 1,9 $ US par jour. Avec la crise sanitaire actuelle, l'extrême pauvreté devrait représenter presque 100 millions de personnes en Amérique latine.
avant la fin de l'année. Et 185 millions de personnes vivent dans une condition de pauvreté, donc presque 40% de la population latino-américaine. Du fait de la crise sanitaire actuelle, nous devrions passer à plus de 230 millions de personnes vivant dans en Amérique latine. Alors là, on a vraiment de grosses différences selon les pays. Ça va de 160 $ US par mois, dans le cas du Mexique, par exemple, à 460 $ US. Et dans le cas mexicain, le salaire moyen est de 270 € par mois. Ça, c'est le salaire normal au Mexique, quand les prix sont plus ou moins les mêmes que ceux que l'on aurait en Europe occidentale, et ça du fait de la globalisation. Il y a un processus d'homogénéisation, si vous voulez, des prix, même pour les logements. Donc, ça crée effectivement des tensions sociales extrêmement fortes qui se traduisent en migration ou alors en criminalité, bien entendu. L'indice d'ouverture également est très variable. Il va de pays qui sont très ouverts, c'est-à-dire que les importations et exportations sur le total du PIB représentent, dans le cas du Mexique et du Panama, environ 70% de leur PIB. Dans le cas du Chili également, nous avons un pays extrêmement ouvert. L'indice d'ouverture est de 50% du PIB. Et nous avons des pays très peu ouverts, comme le Brésil par exemple. L'indice d'ouverture est de 18%. Donc, c'est un petit peu à l'image des BRICS, si vous voulez. C'est que par rapport à leur PIB, ils sont assez peu ouverts. Les matières premières, notamment pour leurs exportations. Les matières premières représentent 60% des exportations. Bon, après, il y a de grandes divergences, bien sûr, entre les pays. Le pays le plus dépendant étant le Venezuela. Les exportations matières représentent 98% de son PIB, spécifiquement le pétrole. Et le Mexique est un petit peu à part. Les matières premières ne représentent que 20% des exportations, et c'est principalement du fait d'investissements directs étrangers au Mexique dans le secteur manufacturier, qui fait que le Mexique a énormément diversifié ses exportations, mais ce ne sont pas nécessairement des exportations mexicaines, ce sont des exportations étrangères à partir du Mexique. Bon, historiquement, le modèle de développement, qui est la primarisation en fait, répond plus à des processus de consolidation externe qu'interne en Amérique latine. Donc, les conséquences sont les suivantes. Il y a très peu de valeur ajoutée, et donc ça induit, si vous voulez, peu de mobilité sociale, très peu de mobilité sociale au Mexique, dans l'ensemble de l'Amérique latine. Une productivité, une compétitivité très faible, et également des investissements en investissement et développement très faible. Enfin, en innovation et développement, pardon, très faible. Mais également ce type de spécialisation dans le cadre la Chine ont comme conséquence une brèche sociale croissante, en fait, c'est-à-dire l'indice Gini empire, et des salaires également très faibles, donc, alors que les prix s'alignent au niveau international, encore une fois, même pour les produits alimentaires, et pour les produits produits par les mêmes pays d'Amérique latine, comme l'avocat par exemple, qui est le même prix aujourd'hui presque que ce qu'on retrouve en Europe, aux États-Unis, au Canada, Australie, etc. Il y a peu d'emplois formels du fait de cette spécialisation, proportionnellement à la population économique, ce qui induit une forte précarité et vulnérabilité de la société. Et également, une autre conséquence de cette spécialisation, c'est qu'une grande partie de la population évolue dans une relation extérieure à l'État. Donc, la société se réconcilie avec l'État seulement dans le cadre de l'exercice électoral, si vous voulez.
Mais quand il n'y a pas d'élection, il y a un quasi ou presque, si vous voulez, un divorce total entre la population et l'autorité publique. Il y a également, bon, du fait de la spécialisation de l'Amérique latine dans l'économie internationale, très peu de recettes fiscales pour les autorités publiques, aussi bien locales que nationales. Donc, ça a comme conséquence une faible capacité, si vous voulez, de l'État pour approfondir la cohésion sociale et amortir la brèche sociale, mais également peu de ressources pour financer l'innovation et le développement ou pour maintenir leur niveau de compétitivité et pour assurer un minimum, si vous voulez, de cohésion sociale. Et donc, on le voit actuellement dans le cadre de la crise sanitaire, si vous voulez. Une autre conséquence de cette spécialisation, c'est que l'État est faible et actif en fait de la société. Donc ça affaiblit énormément la capacité de la part de l'État de mettre en œuvre, si vous voulez, un modèle économique inclusif. Et ça rend extrêmement également vulnérable la coopération régionale à long terme. Puisque du fait de leur faiblesse, les États ont une vision extrêmement de court terme, si vous voulez. Et sont assez vulnérables par rapport à la demande internationale, c'est-à-dire au contexte international, principalement aux États-Unis, en Chine et éventuellement dans l'Union européenne. Une autre caractéristique issue de cette spécialisation dans les matières premières, c'est que les structures productives se ressemblent énormément entre pays d'Amérique latine et ça freine énormément la coopération entre les pays d'Amérique latine et donc la formation de blocs régionaux, si vous voulez. Une autre conséquence, c'est que le processus de la consolidation macroéconomique ne se traduit absolument pas par une consolidation sociopolitique en Amérique latine, à la différence éventuellement de ce qu'on pourra avoir en Europe occidentale. Donc, en fait, la spécialisation dans l'économie internationale est paupérisante pour les pays d'Amérique latine. Corruption, instabilité, etc. Donc là, pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire, vous avez les chiffres de l'indice d'ouverture pour les pays d'Amérique latine. Donc, vous voyez, parmi les grands pays, bon, c'est le Mexique et le Panama qui ont le taux d'ouverture, ou l'indice d'ouverture le plus important, et le Brésil qui est le pays le moins ouvert. Finalement, l'indice d'ouverture est de 18% seulement. En ce qui concerne la part des exportations des pays d'Amérique latine sur le total des exportations mondiales, donc le Mexique est le pays le plus représentatif de l'Amérique latine. Les exportations mexicaines représentent 2,4% du total des exportations au niveau mondial. Mais encore une fois, ce ne sont pas des exportations mexicaines, la plupart. Ce sont des exportations d'entreprises états-uniennes à partir du territoire mexicain ou d'entreprises japonaises, coréennes ou éventuellement certaines entreprises européennes. Le Brésil, pour le Brésil, les exportations brésiliennes représentent 1,2% environ des exportations mondiales. Voilà. Donc, ici, c'est le poids des matières premières dans les exportations de pays d'Amérique latine. Alors, comme ce que je vous disais, il y a en fait, des situations extrêmement différentes. En Amérique latine, pour le Brésil, par exemple, les exportations principalement de pétrole représentent environ 98% du total des exportations. La Bolivie, les exportations de gaz, puisque c'est ce qu'exporte prioritairement la Bolivie, représente 96% du total des exportations, etc., etc. Dans le cas du Brésil, les matières premières représentent 65%, mais en fait, du fait des relations de plus en plus fortes du Brésil, dans le contexte de l'économie internationale, le Brésil étant bien entendu un gros exportateur de soja, par exemple, vers la Chine, surtout que les États-Unis ont décidé de ne plus exporter autant de soja vers la Chine, donc du coup, la Chine importe le soja du Brésil de plus en plus. En ce qui concerne le Mexique, les
exportations de matières premières représentent 20% du total des exportations. Bon, et ce que je vous dis ici sur cette diapositive, c'est qu'effectivement, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, ensuite, la compétitivité, les chiffres concernant la compétitivité et la productivité. Ce sont des chiffres, pour le premier graphique, des chiffres du Forum économique mondial. Le deuxième graphique, ce sont des chiffres de l'Organisation internationale du travail. Donc, les pays d'Amérique latine sont assez peu compétitifs. Et surtout, on constate un statu quo du niveau de compétitivité et de productivité des pays d'Amérique latine dans le contexte de l'économie internationale. À la différence des pays asiatiques qui ont énormément amélioré leur niveau de compétitivité et de productivité, les pays d'Amérique latine souffrent d'un statu quo, si vous voulez. Donc, le pays le plus compétitif étant le Chili, qui est en 33e position au niveau mondial, suivi du Mexique, qui est en 48e position. Le Brésil occupe la position 71 au niveau international. Concernant la productivité du travail dans les Amériques, bon, bien sûr, le pays le plus productif étant les États-Unis, mais vous voyez que les pays d'Amérique latine par rapport aux référents états-uniens sont vraiment principalement du fait de leur spécialisation en fait. Voilà. Pour le salaire minimum, ici je vous ai mis là, donc c'est ce graphique représentant le salaire minimum mensuel dans certains pays d'Amérique latine. Donc bon, si on fait abstraction là, qui est spécial, donc vous voyez le Mexique est le pays qui est le salaire minimum le plus faible, $160 US par mois. Environ 10 millions de Mexicaines et de Mexicains touchent ce salaire. Et le salaire minimum le plus élevé est celui de la corruption. La corruption fait partie de la normalité en fait en Amérique latine. Bien sûr, ça a des coûts économiques, mais aussi ça a des gains économiques. Donc, c'est assez difficile véritablement d'évaluer les conséquences exactes de la corruption. Elle est omniprésente, bien entendu. Les entreprises étrangères, d'ailleurs, utilisent énormément la corruption pour diminuer leurs coûts. Donc, la corruption est extrêmement enracinée, non seulement dans le fonctionnement de l'économie, des finances, le fonctionnement politique, social même, ça fait partie un petit peu de la normalité. C'est un petit peu comme le dilemme du prisonnier, celui qui ne fait pas, qui n'utilise pas la corruption, il va perdre en termes de compétitivité. Donc, c'est ce que je vous explique un petit peu. Alors, vous avez sur cette carte ce dégradé, si vous voulez, de transparence internationale. Donc, plus le pays est en rouge foncé, si vous voulez, comme dans le cas de Haïti ou du Venezuela, plus il y a une perception de corruption. Et plus le pays est en vert, moins il y a une perception de corruption. Donc, ce sont surtout les pays du cône sud, notamment Uruguay et Chili, où il y a le moins de perception de corruption. Et en Argentine ou à Cuba, la perception de corruption n'est pas si élevée, mais elle est très élevée dans des pays, notamment de Mésoamérique, Amérique centrale, ou Paraguay ou République dominicaine, par exemple. En ce qui concerne la criminalité et la violence, les raisons sont extrêmement profondes, bien sûr, elles sont historiques, économiques, politiques, même un peu culturelles. Donc, quelles sont les raisons de la criminalité et de la violence? En quelques raisons, mais encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive. La fragmentation de la société, bien entendu. La brèche sociale croissante, le modèle économique qui n'offre que très peu de mobilité sociale, bien entendu. La criminalité offre probablement plus de mobilité sociale.
le sentiment de pauvreté croissant dans l'opinion publique internationale et l'attractif financier. C'est assez impressionnant, les premières rémunérations, si vous voulez, dans les structures économiques de la criminalité. Dans l'économie formelle, bien sûr, ce serait quasiment impossible de pouvoir obtenir ces salaires. Donc, la criminalité en Amérique latine a énormément évolué. C'est devenu un acteur économique, financier, politique, même culturel, très, très important, hein, qui est omniprésent, en fait, omniprésent. La criminalité latino-américaine s'est transnationalisée. Ça fait partie de ces acteurs globaux extrêmement importants et influents sur la gouvernance globale, bien entendu, sur les gouvernements et les sociétés, extrêmement influents, contrôlent une grande partie de l'économie. Donc, il y a une transnationalisation de la criminalité, des activités de la criminalité, une diversification des activités. La criminalité en Amérique latine est de moins en moins tournée vers le trafic de drogue donc et de plus en plus, si vous voulez, impliqué dans d'autres activités, notamment l'agriculture, et spécifiquement, bien entendu, l'agriculture d'exportation, comme l'avocat. Presque la totalité des exportations d'avocats du Mexique, par exemple, est entre les mains aujourd'hui de la criminalité. La tomate, les produits de la pêche, les matières premières. La criminalité a énormément investi dans le secteur minier ou les secteurs énergétiques, par exemple le pétrole. De plus en plus, l'exportation de pétrole dépend de la criminalité. Les produits pharmaceutiques, donc les réseaux criminels latino-américains sont en contact avec les triades chinoises, par exemple, pour pouvoir permettre l'accès aux médicaments de nombreux secteurs sociaux latino-américains. Et la migration, alors presque l'ensemble de la migration est aujourd'hui géré par les réseaux criminels latino-américains. Les produits manufacturés également, les pièces automobiles. Donc de plus en plus de pièces automobiles qui intègrent les chaînes de valeur sont gérées, si vous voulez, par la criminalité. Donc il y a de forts contacts entre la criminalité et l'investissement direct étranger. Et également le traitement des déchets toxiques. Là, la criminalité opère ce service, si vous voulez, pour le secteur formel de plus en plus, du traitement des déchets toxiques. On parle là d'éco-mafia, qui en fait sont des filiales de réseaux criminels transnationaux. Et la criminalité a énormément investi dans l'économie formelle. Aujourd'hui, on estime que 80% des secteurs de l'économie formelle dans 80% des secteurs de l'économie informelle, on a une présence de la criminalité. Donc, ça crée une distorsion, si vous voulez, dans la concurrence en Amérique latine. Ce qui explique pourquoi de nombreuses structures économiques décident de rester dans l'informalité, parce que sinon, ce ne serait pas possible d'être concurrent, si vous voulez, face aux structures qui sont financées par la criminalité. La criminalité a énormément investi dans les paradis fiscaux également. Et paradis fiscaux à partir desquels se financent les entreprises et gouvernements de la région, notamment les États-Unis, aussi bien au niveau fédéral que des États états-uniens, qui se financent à partir, si vous voulez, des gains de la criminalité latino-américaine. Et la criminalité offre énormément d'emplois. Dans le cas du Mexique, selon le New York Times, presque 500 000 personnes travaillent directement, si vous voulez, avec la criminalité. En ce qui concerne les taux d'homicide, donc vous avez sur la carte du monde, vous voyez bien que l'Amérique latine est assez touchée par le taux d'homicide, en fait. Nous sommes la région probablement la plus violente du monde, avec le cône sud-africain. Le pays où on note le plus d'homicides est le Salvador, suivi de la Jamaïque, du Venezuela, Honduras, Belize, etc. Mais parmi les grands pays, le Brésil est extrêmement affecté, et également le Mexique. Si on regarde la liste des 100 villes les plus violentes au monde, elles sont presque toutes en Amérique latine. Elles sont presque toutes en Amérique latine. Donc,
les 50 villes les plus violentes au monde, vous voyez 15 sont au Mexique, ensuite 4 sont au Brésil, et ensuite 6 au Venezuela, 4 aux États-Unis et 3 en Afrique du Sud. Mais bon, tout ça pour vous dire que effectivement l'Amérique latine est extrêmement affectée par la violence. Hein. La chaîne de valeur de la cocaïne, je vous ai mis cette carte pour que vous compreniez que dans l'économie informelle, qui est extrêmement importante, encore une fois, pour l'Amérique latine, les gains sont extrêmement importants. Hein. Donc ça, c'est la chaîne de valeur en fait de la cocaïne, où vous voyez que plus on se rapproche des rues, des villes états-uniennes, et plus les gains sont importants. Hein. C'est le prix de la cocaïne, du kilo de cocaïne, si vous voulez, à partir du lieu de production, donc principalement des régions assez isolées de la Colombie, par exemple. Donc, bon, ça, ce sont des chiffres de 2013. Hein. Donc, ça, bien sûr, ça a évolué depuis. Et la guerre contre le narcotrafic a encore augmenté, si vous voulez, ces gains possibles. Hein. Donc, en fait, la guerre contre le narcotrafic a un effet positif sur les gains de la criminalité, notamment pour le secteur des drogues. Hein. Voilà. Donc, ça explique en grande partie pourquoi, par exemple, les cartels mexicains se sont positionnés comme de grands acteurs économiques et politiques, si vous voulez, dans la région et même au niveau mondial. Donc ça, bon, je vais passer parce que c'est un petit peu explicatif. Pour les revenus fiscaux, ça c'est un gros problème. Hein. Les pays d'Amérique latine, par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, vous l'avez sur cette diapo, sont très en dessous. Finalement, les revenus sont assez faibles en Amérique latine, ceci pour différentes raisons. Hein. Bien sûr, ça c'est assez complexe, mais je partage avec vous certaines raisons, certaines, pas toutes. L'informalité, bien entendu, affecte la capacité des autorités à obtenir des revenus fiscaux, la précarité de la société, les bas salaires. L'évasion fiscale, qui est extrêmement importante en Amérique latine par rapport au PIB, la complexité du système d'imposition, qui est un système, si vous voulez, qui repose sur des bases globales, et qui ne parle pas du tout le langage, si vous voulez, des différents secteurs sociaux latino-américains. Hein. La faible gouvernabilité que nous avons en Amérique latine, il y a il y a de très gros acteurs qui sont en concurrence avec l'État, hein, et qui, pareil, font payer des impôts, hein, notamment la criminalité, hein, qui est un système d'imposition très sophistiqué parfois, gagner, si vous voulez, les autorités publiques, très peu de confiance envers l'autorité publique, hein, donc ça affecte, si vous voulez, la citoyenneté fiscale. Et l'État est extrêmement paresseux en Amérique latine, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à améliorer son système fiscal, eh bien, il va s'endetter. Donc, les défis, ensuite, les défis de l'intégration régionale, ils sont énormes. Hein, et ça, c'est assez préoccupant parce qu'en fait, tout comme Farrell et d'autres académiques constatent, nous nous dirigeons vers un ordre mondial multilatéral régionalisé, hein, qui est en cours de création actuellement, et principalement du fait du statu quo des négociations au sein de l'OMC, hein, depuis le début de ce siècle en fait. Donc les méga accords commerciaux comme le RCEP par exemple, qui est le partenariat régional économique global, qui a été signé il y a exactement un mois, hein, et dont la pierre angulaire est la Chine, occupe de plus en plus de place. Ou le CPTPP, en fait, qui est l'ancêtre du TPP 12, hein, le CPTPP signifie Partenariat transpacifique global et progressiste, hein, en français, et qui a été signé en 2018. En mars 2018, également illustre très bien ces méga projets régionaux finalement. Donc c'est extrêmement important que l'Amérique latine réagisse par rapport à ça et prenne le train en marche, si vous voulez.
Donc, il faudrait absolument qu'il y ait une convergence entre les différents schémas d'intégration existants en Amérique latine. Hein, cependant, c'est un petit peu le contraire que l'on constate. Hein. On n'a pas véritablement de bloc d'intégration au niveau régional solide et très peu de dialogue entre ces dynamiques d'intégration, si vous voulez. Il y a un intérêt, si vous voulez, de la part de l'élite politico-académique en Amérique latine, mais cet intérêt n'est absolument pas partagé par les autres acteurs. Quels sont les grands défis de la coopération régionale pour l'Amérique latine? Je vais peut-être aller un peu plus vite parce que je vois que le temps passe. L'instabilité interne récurrente aux pays d'Amérique latine, aussi bien sur le plan politique qu'économique. Ça affecte énormément, bien entendu, la capacité des pays d'Amérique latine à construire des schémas de coopération, si vous voulez, durables sur le long terme. Les paradigmes également radicalement aussi la politique étrangère, donc des stratégies d'insertion dans l'économie internationale et dans la gouvernance globale qui sont vraiment très différentes. Il faut voir par exemple le cas du Mexique versus le cas du Brésil. Ce sont deux schémas presque radicalement opposés. Il y a également énormément de tensions frontalières qui ne sont pas résolues encore en Amérique latine. Et ça, c'est illustré par la carte que vous avez sur cette diapositive. Il y a une non-complémentarité également, à la différence, par exemple, des pays de l'Union européenne, une non-complémentarité entre les structures productives des pays latino-américains. D'autre part, il y a très peu d'échanges commerciaux entre pays d'Amérique latine. Si vous voulez, le commerce extérieur de chaque pays d'Amérique latine avec le reste de l'Amérique latine correspond seulement à 20% en moyenne. Donc, c'est très, très, très faible si on compare ça avec les pays de l'Union européenne, par exemple. Donc, il y a très peu de motivation, en fait, pour approfondir les schémas régionaux, les schémas d'intégration au niveau régional, si vous voulez. D'autre part, les cycles économiques sont très différents. C'est quasiment impossible d'avoir une monnaie unique en Amérique latine, ce qui permettrait de forcer un petit peu le destin de l'intégration régionale. J'ai moi-même travaillé, ça a été un de mes premiers sujets de recherche, sur la possibilité d'une monnaie unique dans le cadre des processus d'intégration en Amérique du Sud. Effectivement, c'est très peu possible du fait, encore une fois, de la non-synchronisation des cycles économiques, si vous voulez. Et il y a un manque d'infrastructures également entre pays d'Amérique latine. Manque d'infrastructures au niveau des transports, la logistique en général, de l'énergie, la communication et de l'éducation également. Le commerce avec les partenaires latino-américains. Donc, il est en Amérique latine en général, il est inférieur à 20%. Et vous avez dans le cas du Mexique, par exemple, le Mexique, l'Amérique latine ne représente que 5% de son commerce extérieur, donc il n'y a pas véritablement d'intérêt, si vous voulez, pour un approfondissement des relations entre pays d'Amérique latine. D'autre part, il y a une faiblesse des institutions régionales qui sont en général assez développées. Si vous voulez, sur le papier, ça se présente très bien. Le Mercosur, par exemple, a une architecture institutionnelle pas du tout. Il y a et prévaut, si vous voulez, une rivalité extrêmement importante entre structures gouvernementales. Donc, c'est ce que je vous ai mis en bas. L'espace politique régional reste essentiellement national. Donc, on n'a pas véritablement de structure supranationale, comme on pourrait l'avoir, par exemple, dans le cas de l'Union européenne, et qui permet de motiver constamment ou de ne pas perdre de vue, si vous voulez, le processus d'approfondissement et même de coopération. D'autre part, les objectifs ne sont pas régionaux. Pour l'ensemble des pays d'Amérique latine,
ce qui est le plus important pour aussi bien pour les acteurs économiques que pour les acteurs politiques, c'est l'approfondissement, des relations ou avec les États-Unis, ou avec la Chine, ou éventuellement avec l'Union européenne. Mais l'Amérique latine en tant que telle n'attire pas énormément. Donc voilà, c'est ce que je vous explique plus ou moins sur cette diapositive. D'autre part, il y a un manque d'accès à des fonds propres, si vous voulez, ce qui oblige nationaux ou d'acteurs gouvernementaux extérieurs à la région. Et donc, si vous voulez, ça affecte l'autonomie de décision en termes de politique étrangère des pays d'Amérique latine. Et ça oblige un petit peu les pays d'Amérique latine à approfondir plus, avant tout, la relation justement avec ses créanciers et pas avec les pays comme tel. D'autre part, il y a un manque, il n'y a pas véritablement d'hégémon qui permettrait de motiver l'intégration régionale. Le Brésil n'est pas reconnu comme tel, comme un hégémon parmi les pays d'Amérique latine. On le voit dans le cas du Mercosur, avec la rivalité historique, bien sûr, entre l'Argentine et le Brésil, qui a toujours affecté le processus d'approfondissement du Mercosur. Donc, comme conséquence, si vous voulez, eh bien, l'Amérique latine et les Caraïbes n'ont pas réussi à consolider une véritable position commune face aux États-Unis, à l'Union européenne ou à la République populaire de Chine, et encore moins face à la banque commerciale ou aux chaînes de valeur transnationales, si vous voulez. Autre conséquence de ce manque d'intégration régionale, il est extrêmement difficile pour les pays d'Amérique latine de résoudre leurs problèmes communs, et il est difficile d'élaborer une stratégie commune face aux grands défis internationaux dans le contexte de la gouvernance globale, comme par exemple le contexte du G20. Ici, bon, je vous explique un petit peu le cas de l'Alliance du Pacifique. Enfin, bon, je vois que je n'ai pas trop le temps, alors je vais passer directement à la relation avec les États-Unis. Brièvement, vous avez les grands partenaires commerciaux des États-Unis. Donc, suite à la guerre commerciale, si vous voulez, Chine-États-Unis, qui est exacerbée principalement depuis 2017, même si ça avait commencé avec Obama, bien entendu, de manière plus subtile, si vous voulez, mais c'est vrai qu'avec l'administration Trump, la Chine a été rétrogradée au 3e rang des partenaires commerciaux des États-Unis, et donc ça a permis au Mexique de se positionner comme le premier partenaire commercial de la Chine, des États-Unis. Donc la guerre commerciale a effectivement favorisé la pénétration mexicaine sur le marché des États-Unis. Donc c'est ce que je vous explique un petit peu. Le Mexique est en première place des partenaires commerciaux des États-Unis. Le TMEC, qui est le nouvel accord, si vous voulez, nord-américain, qui remplace l'ALENA, a tendance d'ailleurs à renforcer cette relation Mexique-États-Unis, notamment du fait de la consolidation de la norme d'origine qui protège, si vous voulez, les exportations mexicaines aux États-Unis de la concurrence chinoise, notamment dans le secteur des pièces automobiles. Par contre, il est important que vous sachiez que le grand perdant finalement de l'insertion de la Chine dans l'OMC a été probablement le Mexique, puisque la Chine et le Mexique sont spécialisés sur les mêmes produits et ont comme objectif premier l'accès au marché des États-Unis. Donc le Mexique était le pays le plus affecté par l'insertion de la Chine dans l'économie internationale. Mais encore une fois, les mesures prises aussi bien par les États-Unis principalement, mais aussi par l'Union européenne par exemple, ont redonné un petit peu de compétitivité, si vous voulez, aux exportations mexicaines, qui encore une fois ne sont pas mexicaines, sont principalement étrangères, mais à partir du territoire mexicain, si vous voulez. Voilà. Donc, en ce qui concerne la relation Chine-Amérique latine et Caraïbes,
elle a gagné en importance. Alors, vous le voyez sur ce graphique, je suis désolé, c'est en espagnol, mais enfin bon, je suppose que vous pouvez comprendre facilement. En bleu clair, ce sont les importations, en bleu foncé, ce sont les exportations. Donc, vous voyez comment le commerce, si vous voulez, vraiment s'est approfondi, avec si vous voulez, un déficit commercial assez important pour les pays d'Amérique latine, même si il a eu tendance à diminuer au cours des dernières années, hein, du fait que l'Amérique latine exporte de plus en plus de matières premières vers la Chine, hein. Voilà, ce qui n'est pas forcément positif, bien entendu, pour les raisons que j'expliquais un peu plus tôt. Ce qui a favorisé le positionnement de la Chine en Amérique latine, hein, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de nombreux pays d'Amérique latine, hein, donc ce qui préoccupe un peu à Washington. Alors, ici, je partage avec vous certaines raisons, finalement, de cet approfondissement des relations. Le retrait et l'absence des États-Unis depuis la première administration Obama, en fait. Le contexte global également de fin de multilatéralisme, hein, le fait que, bon, on ne peut plus compter sur l'OMC pour avancer dans l'approfondissement de l'économie internationale, et donc, du coup, ça fait que les pays d'Amérique latine ont pris un petit peu en main leur destin et se sont rapprochés fortement de la Chine, hein, avec différents accords commerciaux. D'autres raisons sont par exemple le retrait des États-Unis du TPP 12, hein, donc de l'accord transpacifique. Et à partir de ce moment-là, donc c'est en 2017, bien entendu, plusieurs pays latino-américains ont manifesté leur intérêt pour rejoindre le RCEP, hein, qui encore une fois est le partenariat régional économique global, hein, qui est le projet chinois d'accord de libre-échange dans la zone Pacifique. Même si aucun pays d'Amérique latine ne fait partie de cet accord de libre-échange, hein, il y a quand même eu de très très forts rapprochements. Bon, après, il y a d'autres raisons, hein. Je passe directement aux deux dernières, hein. La Chine ne conditionne pas son investissement par des clauses démocratiques, hein, à la différence des États-Unis ou de l'Union européenne, qui, principalement du fait de la société civile, la pression de la société civile états-unienne et européenne, les États-Unis et l'Union européenne conditionnent un petit peu leurs investissements, hein. Et ça, c'est vraiment très différent de la Chine qui n'impose pas du tout de conditions. Donc, ça a permis véritablement à la Chine de se positionner fortement dans la région. Et également, la Chine accorde des prêts sans conditions l'ensemble des pays en développement. Et ceci, contrairement au Fonds monétaire international, hein, dont l'actionnaire principal, entre guillemets, sont les États-Unis, bien entendu, et où la Banque interaméricaine de développement, qui est également fortement pilotée par Washington, qui octroie, si vous voulez, leurs prêts en les conditionnant, hein, en conditionnant, si vous voulez, les politiques économiques. Encore une fois, la Chine est beaucoup plus flexible sur ce thème-là. Donc, en fait, le non-conditionnement de la Chine dans ses prêts et investissements, c'est ce que je vous mets ici, pour affecter la démocratie, bien entendu, en Amérique latine, les droits humains et également les normes écologiques, hein, puisqu'ils ont été respectés, notamment du fait des pressions des États-Unis et de l'Union européenne, mais du coup, l'Amérique latine, maintenant, avec l'accès aux prêts chinois, n'est plus obligée de respecter ces normes démocratiques et autres. En ce qui concerne l'intérêt pour la Chine, bon, je partage avec vous certaines régions expliquant l'intérêt chinois pour l'Amérique latine. Premièrement, c'est l'acquisition et l'exploitation, bien sûr, de matières premières, hein, ça c'est clair, aussi bien le Chili ou le soja. On le voit avec le rapprochement avec le Brésil ou l'Argentine, par exemple. Mais également rééquilibrer le jeu avec les États-Unis, hein, parce que les États-Unis ont fortement on construit des alliances importantes avec des pays que maintenant la Chine considère comme de son influence propre, hein.
Et donc, du coup, la réponse de la Chine est d'établir des relations, des alliances, si vous voulez, avec des pays d'Amérique latine. Et puis également affaiblir Taïwan, bien entendu, parce que encore certains pays d'Amérique latine continuent à reconnaître Taïwan et donc de Beijing. Donc l'idée un petit peu également d'affaiblir Taïwan. Donc la Chine est le premier prêteur actuellement en Amérique latine. C'est ce que je vous explique ici. Nicolas, c'est moi. Nicolas, oui. Je vous propose de pour encore 5 minutes peut-être pour ça va aller? 5 minutes pour terminer? C'est parfait, c'est très bien. Et après on passe aux questions. C'est parfait, c'est parfait. J'ai bientôt terminé de toute façon. Parfait. Je vais essayer d'être rapide dans la question. La Chine, le premier prêteur, donc elle a principalement prêté, et de loin en fait, au Venezuela. 53% des prêts ont été octroyés au Venezuela. Ensuite, c'est le Brésil et l'Équateur. Donc, c'est assez concentré en fait. L'investissement direct chinois, initialement, il était dans le secteur de l'extraction et petit à petit, on a vu les Chinois investir dans des projets d'infrastructure énormes, et notamment du fait de l'insertion de l'Amérique latine dans la stratégie géopolitique chinoise de la nouvelle route de la soie, en fait. Puisque depuis 2017, l'Amérique latine forme partie de ce projet géopolitique chinois. Donc l'investissement chinois, 55% est fait dans le domaine de l'infrastructure, 27% dans le domaine énergétique et 13% dans le domaine minier. Plus de 2000 entreprises chinoises sont actuellement présentes en Amérique latine. Les Chinois ont également pas mal investi dans le pétrole. Et ce qui préoccupe un peu Washington, parce qu'une grande partie des exportations de pétrole de l'Amérique latine vers les États-Unis est contrôlée par la Chine. Donc ça préoccupe beaucoup du côté Washington. La Colombie. Et c'est principalement dû au fait des relations étroites, aussi bien sur le plan économique que politique et militaire, entre le Mexique et la Colombie et les États-Unis. Donc, si vous voulez, Washington véritablement conditionne le maintien de ces relations avec ces deux pays à la non-pénétration de la Chine dans ces deux pays. Donc, la Colombie et le Mexique sont les deux pays qui ont eu le moins de prêts de la part des Chinois et le moins d'investissements également de la part des Chinois. Quoi de plus vous dire? Bon, la Chine dispose de 3 accords de libre-échange avec des pays d'Amérique latine. Le premier était le Chili, ensuite le Pérou et le Costa Rica. Et également, la Colombie a entamé des négociations. Cependant, du fait si vous voulez, la pression des États-Unis, en fait, il est difficile de conclure ces négociations, mais les négociations ont commencé depuis 2012 entre la Colombie et la Chine. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, je vais passer simplement vous dire, voilà, ce sont les latines. Les pays en rouge sur la carte du monde ici à votre gauche sont les pays dont le principal partenaire commercial en ce qui concerne les importations, la Chine. Donc vous voyez, pour de nombreux pays d'Amérique latine, principalement en Amérique du Sud, importe principalement la Chine aujourd'hui. Et les États-Unis, les importations provenant des États-Unis sont encore très importantes en Amérique centrale et le principal partenaire commercial, si vous voulez, en ce qui concerne les exportations. Donc, vous voyez que le principal partenaire commercial pour les exportations est la Chine en ce qui concerne le Brésil, le Pérou et le Chili, par exemple. Et le principal partenaire d'exportation pour les pays d'Amérique latine sont les États-Unis pour le Mexique, la Colombie, ce que je vous disais, et une grande partie des pays d'Amérique centrale. Voilà, bon, ça c'est pour le commerce du Mercosur.
vous ai plus ou moins expliqué ça. Et le commerce avec l'Union européenne, il est principalement important pour le Consul, bien entendu, hein, où l'influence des États-Unis est peut-être un peu moins importante. Voilà, pour le Mercosur, bon, bien sûr, c'est le plus gros partenaire de l'Union européenne. Et des nations, etc., etc. Bon, voilà, ça, je vous ai peut-être pas tout dit, bien sûr. Mais bon, j'espère vous avoir donné quand même différents éléments pour approfondir un petit peu le thème et commencer une réflexion personnelle ou groupale sur ce thème qui est assez intéressant. Ici, je vous laisse mon courrier électronique si vous souhaitez m'écrire. Je vais l'écrire dans le chat, peut-être, Nicolas. D'accord. Alors, on a quelques questions. Est-ce que vous avez le temps d'y répondre quand même? Un petit peu? Est-ce que vous avez le temps un petit peu de répondre aux questions? On a quelques questions d'étudiants. Oui, ça me fera énormément plaisir. Bien sûr. Vous m'entendez? Très bien. Alors, pour la première question de Nicolas, pensez-vous que l'insécurité dans les pays d'Amérique latine freine forcément leur développement afin de devenir un continent encore plus développé? Oui, c'est évident. L'insécurité, en fait, tend à maintenir la fragmentation sociale et en fait, ce n'est pas un problème de richesse économique. Les pays d'Amérique latine sont extrêmement riches, mais le problème, c'est qu'ils ont du mal à gérer, si vous voulez, cette richesse accumulée. Affecte énormément cette capacité d'intégration sociale, politique et économique latino-américaine. Donc, si vous voulez, le problème de la sécurité, c'est un problème qui se perpétue et en plus, la sécurité est partie aujourd'hui du fonctionnement de l'économie et de la politique et de la société. Donc, c'est un problème qui a des racines assez profondes, en fait. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile, finalement, de se défaire de ce problème-là. Oui, ça affecte effectivement, ça affecte énormément la capacité des pays d'Amérique latine. D'autre part, l'insécurité ne freine pas tellement l'investissement étranger. Les pays d'Amérique latine, même quand, au plus fort, par exemple, de la crise d'insécurité en Colombie, quand moi j'y étais, dans la période 95-2000, la Colombie recevait énormément d'investissements étrangers. Donc, ce n'est pas un facteur qui affecte, si vous voulez, le positionnement de chaînes de valeur internationales, d'investissement direct étranger. Mais ça affecte le processus de redistribution des gains des pays d'Amérique latine dans leur processus d'insertion, si vous voulez, dans l'économie internationale. Ça, oui. Merci beaucoup. Alors, des questions sur la sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité au Mexique? Question de Louane. Et puis, une remarque de Nicolas. Le Costa Rica semble moins touché par la criminalité. Exact. Oui, bon, est-ce que je me suis tellement habitué. C'est une très bonne question, mais je suis tellement dans le bain, on dirait, en France, que je ne me pose pas trop de questions. Ça fait partie de la vie quotidienne. L'incertitude fait partie de la vie quotidienne. Bien sûr, j'ai été amené à être, à voir et donc à être impliqué dans des contextes très très forte insécurité, bien entendu. À plusieurs reprises, j'ai eu extrêmement peur pour ma vie, bien entendu. J'ai été pris entre des feux croisés ou proches d'explosions de grenades ou de crimes ou autres. Des corps brûlés dans les rues, tout ça j'ai vu, bien entendu. Et bien sûr, ça laisse des traces, mais bon, après, je suis devenu, je crois, très latino-américain. Et malheureusement, ça choque, mais
c'est triste, mais on s'habitue un petit peu à ça. Après, bien sûr, ce n'est pas notre pain quotidien et malheureusement, les Latino-Américains se protègent également, et ce qui donne l'illusion d'éloignement aussi de l'insécurité. Mais bon, elle est omniprésente, c'est évident. Après, pour le Costa Rica, effectivement, c'est un petit peu un havre de paix, on dirait, en Amérique au Costa Rica. Hein, et bon, mais c'est vrai, le Costa Rica, du moins dans l'imaginaire, donne cette impression de pays assez sécure, comme on dirait au Canada. Et ça a permis au Costa Rica, en fait, de recevoir énormément d'investissements, et notamment dans des clusters pour des retraités, hein, des retraités des États-Unis ou du Canada qui viennent s'établir au Costa Rica. Du fait justement de la stabilité sociale, politique et économique du pays. Très bien, merci. Question de Michel. Pensez-vous qu'une légalisation, alors j'ajoute moi de certaines drogues peut-être, pourrait aider les pays à se développer? C'est une bonne question, et c'est un débat effectivement que l'on a en Amérique latine. Oui, d'autre part, la légalisation renforcerait d'autres activités de la criminalité, comme le kidnapping, comme le trafic d'armes ou d'autres. Donc, en fait, les raisons de la criminalité sont extrêmement profondes et ne sont pas seulement liées au trafic de drogue, en fait. Donc, si on légalise certaines drogues, d'autres activités criminelles se développeraient, peut-être plus violentes même que le trafic. Donc, ça pourrait être un peu plus préoccupant. En fait, bon, c'est vrai que l'Amérique latine souffre de la guerre contre le narcotrafic, mais le problème est aussi dans les villes des États-Unis, hein, où l'on a la demande, en fait. Hein. Le problème est aussi au niveau de la consommation. Je crois qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est un problème qui ne touche, enfin, qui n'a pas seulement à voir avec l'Amérique latine. Hein, mais c'est une bonne question, et ça fait partie effectivement des débats que l'on a depuis les années 90 en Amérique latine. La légalisation ou non des drogues. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Pensez-vous que les cartels sont plus puissants que l'État? Question de Loane. C'est une bonne question. Ça dépend des secteurs géographiques et sociaux. Dans de nombreux pays, oui, malheureusement. Hein. Par exemple, dans le cas du Mexique, plus de 50% des municipalités sont gouvernées par la criminalité. Donc, effectivement, là, c'est le cartel qui établit les règles et l'ordre. Donc, ça dépend. C'est une bonne question, mais en même temps, c'est très relatif. Hein, c'est très relatif. Disons que l'autorité publique concentre, et de plus en plus, son attention sur les espaces socio-économiques compétitifs, au niveau, pas seulement au niveau national, sinon au niveau international. Donc, l'autorité publique, si vous voulez, reste très présente dans les villes et laisse entre les mains de la criminalité le reste des espaces sociaux territoriaux. Merci beaucoup. Question de Mathéo. Quels sont les impacts de la montée du populisme en Amérique latine? C'est une bonne question. Bon, ça rend très, très instable. En fait, ça provoque une certaine incertitude, hein, parce qu'avec le populisme, donc ça crée une certaine incertitude qui a un impact sur la capacité des pays d'Amérique latine à coopérer, hein, et également la capacité des pays d'Amérique latine à recevoir l'investissement étranger, aussi bien productif que financier. Parce qu'avec le populisme, on ne sait pas
trop, si vous voulez, comment va évoluer le pays, même à moyen terme. Hein. Donc, en même temps, encore une fois, l'autorité publique nationale n'est pas présente dans l'ensemble de la société, l'ensemble de l'économie. Hein, elle n'en gère qu'une partie. Donc, l'impact du populisme, oui, se fait sentir dans certains secteurs sociaux, mais pas dans l'ensemble des secteurs sociaux. Monsieur, moi, une question. On n'a que des bonnes questions. Alors, est-ce que vous en avez d'autres questions? Non, pas de questions? En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. Si vous souhaitez prendre contact avec moi par courrier électronique, ça me fera toujours plaisir. Vous avez donné, Nicolas, votre adresse mail, c'est ça? Il me semble, j'ai vu. Oui. Ouais. D'ailleurs, elle apparaît encore, je suppose, vous avez l'image, non? La première. Sur la slide. Donc, elle est en bas. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Foucrat. Écoutez, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir fait cette conférence très, très intéressante. On n'a jamais assez de temps, en fait, pour pouvoir poser toutes les questions et avoir toutes les informations qu'on aimerait. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Donc, revenez quand vous voulez. Hein. On réorganise ça. Je vous remercie, c'est très gentil. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté. C'est très gentil, Madame Tesson. Mais merci énormément à vous de m'avoir reçu. Ça m'a fait très, très plaisir. C'est un plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.